Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec quelqu'un qui sait se tenir occupé tout en profitant de la vie, Pierre Saint-Onge. Encore une fois, cette semaine, on est à distance. On est chacun dans le confort de notre foyer ou de notre bureau, ou du moins de notre lieu, mais on n'est pas ensemble, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est beaucoup parlé, par exemple, et la personne que je vous présente aujourd'hui a beaucoup fait pour le projet Connaissez-vous, parce qu'elle me propose des personnes régulièrement. Mon invité s'appelle Pierre Saint-Onge. Tout d'abord, bonjour Pierre. Bonjour Martin. Et merci de participer à Connaissez-vous. Je sais que tu écoutes souvent des entrevues, tu me donnes des commentaires, des suggestions. Là, comme je le disais, tu me proposes plein de gens. C'est super apprécié. Moi, je suis comme en vacances. Alors, il me reste à faire les bookings puis à faire les entrevues. Puis c'est une partie très, très intéressante à faire. Mais aujourd'hui, on parle de toi et je veux aussi mentionner que j'ai lu sur le site du RAC la brève biographie qui avait été faite sur toi. Et on le disait avant de commencer que ça remonte déjà à 2014. Donc déjà, là, un gros 6 ans là, que ça a été publié. Alors, il s'est passé sûrement des choses depuis, alors on va faire un lien entre ce qui s'est dit dans cette biographie-là et maintenant. Si on commençait tout d'abord par le début, par ce que j'aime dire, l'arrivée dans la vie, la naissance, est-ce que tu es quand même à l'aise de nous dire environ vers quelle année tu es né et à quel endroit? D'entrée de jeu, on va s'entendre sur le fait que je suis né en très bas âge. Et dans le plus beau mois de l'année, je pense que tu vas être d'accord avec moi, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, oui, c'est vrai que c'est le plus beau mois, ça. Alors, le 12 octobre 1950. D'accord. Et à quel endroit? Saint-Paulin. Mm-hmm. C'est une localité dans le comté de Masquinongé, comme on disait autrefois. Mais géographiquement, c'est vraiment près de Trois-Rivières. C'est un beau coin, ça aussi. Oui, la Mauricie, c'est très, très apprécié. Oui. Donc, 1950, une famille nombreuse que tu... J'étais le cinquième d'une famille de 5, parce que lorsque je suis né, ils ont dit qu'ils avaient vraiment atteint ce qu'ils souhaitaient dans la vie. OK, mais le dernier de la famille, donc le petit dernier. Oui, oui. Et est-ce que le handicap était déjà là à ce moment-là ou si c'est arrivé par la suite? C'était là. Ça a été découvert vers 7 mois, je pense. OK. En fait, il y avait une voisine qui était infirmière, là, ma garde de Plourde, qui était venue avec une lampe de poche pour vérifier si je suivais la lumière et je ne la suivais pas. Ma mère avait découvert qu'en me mettant dans la chaise haute, je ne prenais pas mes aliments. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est informée auprès de l'infirmière. Donc, ils ont découvert que j'avais effectivement un problème de vision. Et j'ai été opéré à 18 mois pour les cataractes congénitales, dû au fait que ma mère avait eu la rubéole pendant la grossesse. Ah, OK. Donc, j'ai été opéré à 18 mois, j'ai été opéré à 4 ans dans l'autre œil. J'ai une vision quand même assez bonne. Et à 7 ans, ils ont décidé de faire encore une opération. Évidemment, c'est facile pour moi de le dire aujourd'hui que moi, je voulais pas. Un enfant, souvent, ça veut pas se faire opérer, de toute façon. Ça veut pas aller à l'hôpital, ça veut pas voir les médecins, ça veut pas... C'est ça. Hein? Puis effectivement, peut-être qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu parce que celle-là, ils l'ont un peu ratée. C'est ce qui fait que la vision que j'avais, je l'ai perdue graduellement jusqu'à l'âge de 13 ans. OK, d'accord.
Mais avant ça, t'as vécu un peu comme les autres enfants? T'as commencé l'école aussi dans ta région? J'ai commencé la première année. OK. Parce que, justement, j'avais 7 ans. Moi, j'ai eu 7 ans au mois d'octobre. Dans ce temps-là, il fallait être né avant le 30 septembre pour commencer l'école un an plus tôt. Là. Ben, dans mon temps aussi, hein? En 75, c'était encore comme ça. Moi, je suis né le 3 octobre en plus, c'est que je suis né. Oui. Donc, j'ai fait quelques mois de la première année. C'est ensuite que j'ai été opéré. OK. Et par la suite, ben, je suis peut-être un de ceux qui ont inventé les années sabbatiques. Donc, à 8 ans, je suis resté chez nous. Puis c'est à 9 ans que je suis arrivé à Nazareth. En raison des problèmes de vision, là. Oui. Et là, Nazareth, bon, ça va de soi, c'est pour l'école spécialisée. Donc, Ben, j'avais bien aimé mon court séjour à l'école de Saint-Paulin. Là. C'était tout avec des amis, tout avec des gens qu'on connaît. Puis dans ce temps-là, c'était des pupitres doubles. On était 2 par pupitre. OK. Ouais. Puis mon voisin, son père, lui, il passait la charrue dans les rues à Saint-Paulin là, pour les routes de Gravel puis tout ça. Là. Alors, à un moment donné, moi et mon ami Pierre-Paul, on a décidé qu'on faisait la charrue dans la classe. Fait qu'on est parti avec notre pupitre. On se promenait dans la classe avec notre pupitre. Alors là, la bonne religieuse elle nous a mis en pénitence dans le rangement, dans le fond de la classe. Mais là, dans le rangement, il y avait les ballons. Nous autres aussi, on joué au ballon dans le rangement. Vous avez trouvé d'autres amusements à faire là? Oui. Fait que ça a été un court séjour remarqué, finalement. Et là, quand est venu le temps de s'en aller à Nazareth, est-ce que ça a été un gros choc pour toi, ça, de partir de la famille à 9 ans, puis... Je te dirais, je ne sais pas le terme, mais c'est plus qu'un gros choc. C'est un drame. Un drame. Oui. Entre autres, moi, mes parents avaient différents commerces, là, dont un hôtel. OK. Fait qu'au niveau alimentation, on était assez choyés. Quand je suis arrivé à Nazareth, c'était sur l'heure du midi. Et je me suis rendu compte que c'est pas là qu'on ferait des festins. OK, c'est que le côté alimentaire, ça a été un premier choc, un premier... Oh oui. Quelque chose de difficile. La chance que j'ai eue à Nazareth, c'est d'apprendre la musique. Puis il y avait un certain soir que les cours étaient plus tard. Puis quand on finissait le cours, les enfants avaient fini de souper. Fait qu'on avait le droit d'aller chercher de la bouffe dans le réfectoire des religieuses. Alors là, c'était pas la même bouffe. OK, il y avait un changement de menu, là. Oh oui. Oh oui. OK. Donc, pour les étudiants qui faisaient de la musique. Oui, ben, en tout cas, ceux qui avaient des cours en fin d'après-midi. Plus tard, là. Oui. OK. Ouais. Et ça, l'arrivée de la musique, ça s'est fait rapidement? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais eu l'occasion de découvrir avant ou si ça s'est fait là-bas? Un petit peu. Disons, on avait un piano chez nous, puis mes sœurs avaient appris la musique. Fait que c'est sûr que j'étais intéressé à m'inscrire dans ces cours-là. Dans le fond, je te dirais qu'en résumé, puis avec tout ce que j'ai entendu de tes entrevues précédentes, il n'y a pas grand-chose que j'ai apprécié à Nazareth. Sauf la musique, incluant le chant, les cours de chant, ça c'était très agréable, la chorale. Puis mon seul souvenir qui était agréable, là, c'était le printemps, parce qu'on commençait à les manger dans un kiosque dehors, puis ça sentait bon, ça sentait le printemps. OK. Quand tu dis que ça fait partie de mes beaux souvenirs, là, ça veut dire qu'il n'y a pas grand souvenir. OK. Mais donc, oui. Socialement, est-ce que ça a été quand même intéressant? Est-ce que tu réussissais à te faire des amis? Est-ce que c'était agréable de ce côté-là? Oh, du côté amis, ça, il n'y a pas de problème. Puis il y en a encore parmi ceux-là qui sont encore amis. Donc, ce que je trouvais difficile, je voudrais pas, on n'élaborera pas trop là-dessus, là, mais c'est justement ceux qui n'avaient pas d'amis, eux autres étaient plus maltraités, je te dirais. Il y en a qui avaient droit à des abonnements de volée quotidienne, puis on ne savait pas qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et en effet, ça devait pas être, ça devait pas être facile. Non. Et là, tu as appris le braille, j'imagine aussi. Ben oui, fait que ça, au début, moi je voyais là, fait que. C'est vrai. Je lisais le braille avec mes yeux. Donc là, les professeurs me mettaient des bandeaux sur les doigts, des linges sur les doigts pour pas que je puisse le lire avec mes yeux.
Mais oui, je suis un très, très gros utilisateur de braille. Là. Une de mes passions, c'est la lecture, mais j'aime pas écouter, donc j'aime mieux lire. Alors, exceptionnellement, je vais faire venir un livre audio qui n'existe pas en braille et que je tiens beaucoup à lire. Mais sinon, moi, je suis vraiment un lecteur de braille. De braille, un brailliste. Oui. OK. Et académiquement, comment ça se passait? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait apprendre? Est-ce qu'il y avait des matières que tu aimais, puis d'autres moins? Oh, bon, on avait des bons profs. Mm-hmm. Là, étant donné que je suis arrivé à presque 9 ans, j'ai eu 9 ans en octobre, et que j'avais déjà commencé ma première année à Saint-Paulin, après quelques semaines, je pense que c'est 2 ou 3 semaines, on m'a mis en deuxième année. OK. Puis là, vers la fin du mois d'octobre, un mois plus tard, ils ont dit, là, tu vas aller chez vous en 20 semaines. Lundi, tu vas être en troisième année. Mais là, j'ai encore une fois innové dans les congés sabbatiques que je disais tantôt. Là, j'ai innové dans le décrochage. Donc, je ne suis pas retourné au 1er novembre à l'école. Ça a été après les fêtes. Ah. Donc, là, je suis resté en deuxième année. Alors, je trouvais ça trop dur, le pensionnat. Là. Je trouvais pas ça facile. OK. Mais bon, c'était comme une espèce de un passage obligé, comme on pourrait dire ça. Ça s'est poursuivi jusqu'à J'ai fait ma 4e année à Nazareth. Mm-hmm. J'ai transféré à Louis Braille en 5e année. Et là, Louis Braille, ça, c'était à Longueuil? À Ville-Jacques-Cartier. Oui, avant que... Ouais. Et là, est-ce que ça faisait une distinction, ça, ou si c'était toujours aussi difficile? Ou... Ah non, là, c'était l'ombre et la lumière. Ah! Oui, à Louis Braille, hein, ben, les profs étaient aussi bons. Là. À Nazareth, on avait des bons profs. À Louis Braille aussi, c'était tous des bons profs spécialisés dans chacun de leur domaine. Là. Mathématiques, géographie, le français, tout ça, c'était tous des bons profs. Là. Mais en plus, au niveau du para-académique, on était super organisés. Moi, j'ai fait partie de la troupe scout. On avait des concours d'abréviation. Ça, j'adorais ça, faire ça. Il y avait des rallyes automobiles qu'on faisait une fois par année avec des vrais pilotes de rallye automobile. Ah oui! Donc, on était les copilotes. On avait les tracés en braille. Puis on leur disait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et ça, on en reparlera plus tard, mais j'ai reproduit ça dans ma carrière. Quand j'ai travaillé pour les NCA plus tard, on a fait des rallyes automobiles. OK. Puis en plus de ça, à Louis Braille, c'était toute la fonction, la portion sport. Le hockey sur glace, le hockey salon. Il y avait un petit gym, on pouvait s'entraîner. La piscine, écoute, les activités, là, ça débordait. Les sorties au concert. Moi, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelait Service de préparation à la vie. Ça existait dans toutes les écoles des classes Saint-Viateur. Moi, j'avais l'occasion d'aller me promener un peu partout pour rencontrer des jeunes. J'avais la chance d'avoir la clé de l'école parce que je revenais plus tard des fois. Puis là, on a connu l'Expo 67 pendant mon séjour à Louis Braille. Là. OK. L'Expo 67, ça, c'était une merveille. Moi, j'avais mon billet de saison. Puis avec un de mes amis qui, malheureusement, n'est plus avec nous, Pierre Ferland, on allait à tous les jours à l'Expo 67. Juste tous les deux aveugles avec nos cannes blanches, on se promenait là-dessus. Ah ouais? C'était du sport. C'est que vous preniez le métro, puis vous vous rendiez là? Oui, puis... on se rendait là, puis de là, on se faisait diriger un premier pavillon, puis on a visité le pavillon, puis après ça, on s'en rendait à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de me faire une copine qui était hôtesse d'un des pavillons. Fait que là, par la suite, c'est encore plus facile parce qu'elle nous présentait à d'autres hôtesses des autres pavillons. On les a tous visités, les pavillons. C'est que vous étiez devenu connu là, sur place. Oh, puis, oui. Oh, oui. Puis à la base, on peut dire aussi que sûrement que vous étiez un peu aventurier, je veux dire, de partir comme ça. Puis, tous les deux, on n'avait pas trop peur. Mais en 67, on a vraiment uniquement visité Terre des Hommes. On n'est pas allé du tout au niveau des jeux, là, au niveau des... comment ça s'appelait? Donc, la ronde. La ronde, OK. Ouais, on a commencé, on est allé plus l'année d'après. Mais en 67, on a vraiment tout visité les pavillons. Ben, de toute façon, la ronde, c'est resté, tandis que les pavillons, ça, c'était temporaire.
Ben oui, ben oui. Mhm. Ah, c'est une des belles expériences de la vie, ça. Une belle année dans ma vie. Hey, c'est pas tout le monde qui a pu vivre ça, c'est sûr aussi. Ça fait que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu à travers les livres, hein, les romans historiques, puis tout ça. Ouais, ouais, oui. Je m'étais fait jouer un tour aussi par mon ami qui était hôtesse, là, mais je ne sais pas si je dois te raconter ça, sinon tu le couperas. OK. À un moment donné, elle nous présente une hôtesse d'un pavillon africain. Fait que l'hôtesse nous fait visiter le pavillon. Puis là, à un moment donné, elle dit, ici, là, t'as un mannequin avec les vêtements du pays. Fait qu'elle dit, touche le voile qui descend sur la poitrine, ça. Mais là, tout à coup, le mannequin s'est mis à bouger. C'était une hôtesse. J'avais dit à mon ami, je suis pas rancunier, tu peux m'en jouer d'autres tours comme ça. Ouais. Aïe, aïe. C'est vraiment drôle. Ah. Hey, c'est des beaux souvenirs, j'imagine. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Et là, bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Là, il fallait aller finir les études ailleurs après Louis Braille, c'est ça? Oui, ça se terminait en 11e année. Puis là, il nous faisait rencontrer un orienteur professionnel. Alors ça, que Dieu ait son âme, il n'est plus parmi nous. Mais ce bon monsieur-là, il n'y avait rien à dire. Alors, il dit, toi, tes parents, ils ont peu d'argent, ils ont des commerces. Il dit, tu leur demanderas de t'acheter un commerce. Il dit, t'es pas fait pour aller à l'école. OK. Les parents t'achèteront un commerce, puis tu feras, tu t'occuperas avec ça. Puis lui, il a été payé pour me dire ça. Wow! Et toi, ça t'a fait quoi, ça? Bon, écoute, on dirait de nos jours, j'ai entendu ça quelque part, la pluie de tes injures n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. Mais je me suis toujours dit que j'aurais aimé ça, aller lui montrer mes diplômes après ça, mais ça n'a pas donné. Est-ce que tu avais quand même des idées? Est-ce que comme le passage avec l'orienteur, c'était un autre passage obligé ou si c'était parce que pour ceux qui avaient... Je pense qu'en 11e année, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, tous ceux qui avaient peut-être des chances d'aller plus loin, en tout cas, l'école nous envoyait là. Puis, ce que j'aurais voulu faire dans ce temps-là, une de mes aspirations, c'était d'être chiropraticien. Mais à l'époque, pour être chiropraticien, il fallait aller en territoire anglophone. Je parlais pas anglais, puis je trouvais que c'était loin de ma mère. OK. Fait que j'ai passé à autre chose, mais c'est quelque chose qui me tentait, ça. Puis l'autre chose qui me tentait beaucoup, comme je te disais tantôt, j'étais un gros lecteur de braille. Fait que moi, j'étais un rat de bibliothèque, là, à Louis Braille. Là. Je passais beaucoup de temps dans la bibliothèque avec le père Campbell qui s'occupait de ça à l'époque. Puis j'aurais aimé ça, travailler à la bibliothèque. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Fait que finalement, je suis allé faire mon secondaire 5 ou 12e année, qu'on disait dans le temps, à Shawinigan. Donc, je suis retourné à Mauricie. OK. Là, ce fut un certain choc plus au niveau du fonctionnement. Parce qu'on avait, à l'école, on avait à Louis Braille de très, très, très bons cours, mais jamais ils nous ont préparés à l'avenir. Donc, on n'avait aucune notion de comment ça se passait dans une classe de voyants. On n'avait aucune méthodologie. Alors moi, en 12e année, là, j'enregistrais tous mes cours. Ça fallait que je réécoute quasiment tout ça. Le soir. Le soir pour les fins de semaine. Donc, c'était double temps. Puis après ça, toutes les complications d'accessibilité au matériel écrit. J'habitais à Shawinigan chez une de mes sœurs, qui m'a beaucoup aidé en me faisant des lectures. Mais tantôt, je te disais que quand j'écoute, je dors souvent. Donc, elle a commencé à me lire des trucs, des fois, elle me réveillait. Ouais. Fait que là, il fallait qu'elle commence un petit bout du chapitre. OK, là, ça, c'était de la lecture en direct, là. C'était pas enregistré, là. Non, ça, c'était en direct. Ouais. OK. Alors, un petit peu insultant pour elle, là. Mais elle m'a beaucoup aidé pour ça, donc. Et l'intégration, ça s'est très bien passé. Il avait demandé à 2 gars de me faire visiter l'école au début. Puis c'était un petit peu mon initiation en même temps. Okay. Fait que là, maintenant, on rentre dans une pièce où j'ai trouvé écho un peu. Je me demandais où est-ce qu'on était. Il dit, attends-nous, ce serait pas long.
Fait qu'il s'éloigne un peu, il dit ici, on est dans la douche. Et là, c'est parti. Oh non. Fait que, on a mouillé ça. Oh là là. Ma déception, dès les premiers jours, c'est que moi, mes matières préférées, c'était ceux que toi, t'aimais pas. Moi, c'était mathématiques et géographie. Oh mon. Fait que, évidemment, je m'étais inscrit en géographie en secondaire 5, mais là, je me suis rendu compte que le père Wallet n'était pas là. Avec toutes ces adaptations, là, ces cartes, puis... Et il nous a gâtés, lui, avec ses cartes du monde, puis les cartes de la ville de Montréal, puis même, il avait fait l'Expo 117, on avait tous les pavillons avec leur forme, là, sur un tableau, là. On pouvait tout, quand on allait visiter ça, là, moi puis Pierre Ferland, on savait ce qu'était le pavillon, là. Le père Wallet était fantastique, là. Donc, j'ai vite compris que je ne pourrais pas le faire, le cours de géographie. Fait que j'avais changé ça pour l'espagnol. Ah, OK, les langues. Ouais. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Mais les mathématiques, tu vois, j'avais commencé, je me souviens plus des chiffres, là, les mathématiques faibles, mettons, de secondaire 5. Là. C'est quoi, 516, ça se pense? Ouais, je pense que c'était ça. À un moment donné, ça a changé, évidemment, ouais. Mais... Puis là, après quelques mois... Le maths de base puis maths optionnel, le genre. Là. On avait 3 options. Je pense que c'était ça, 516, 526, 536. Fait qu'après quelques mois de 516, j'ai gradué en 526. Puis là, dans le coin de Pâques, à peu près, on dit finalement, tu serais bon pour finir ton année avec les 536. Donc, les mathématiques fortes. OK. Le secondaire 5, là, ça a très bien été, l'intégration avec les amis, tout ça. J'ai même été l'étudiant de l'année. Il nommait un gars puis une fille. Alors, moi, j'ai gagné le trophée de l'étudiant de l'année parce que j'étais aveugle, puis la fille parce qu'elle était bonne. Hein, c'est parce que tu étais aveugle, c'est ça qu'ils ont dit? Non, mais c'est moi qui dis ça. Tu sais, j'avais pas le même talent que Francine qui avait gagné l'étudiante de l'année. Elle, c'était une bolle. C'était comme un peu pour ta persévérance, puis ton... Ben oui, okay. ben oui. Tes efforts, puis tout ça, puis... C'est ça. OK. Pour des efforts, c'est sûr que j'en ai mis. Ah, ça, j'en doute pas. Hein. Il disait qu'il fallait mettre, de toute façon, beaucoup plus d'efforts pour ne serait-ce que réussir, là. Ça fait que... Ouais. Parallèlement à ça, on va continuer le parcours scolaire, bien sûr, là, mais parallèlement à ça, j'avais commencé à faire de la musique. J'ai fait 7 ans d'orchestre, à partir de 68 jusqu'à 75, donc pendant mon secondaire 4, 5, et puis cégep université. C'était une façon de gagner des études, comme on dit. Sur le plan du travail, bien, c'est sûr que mes parents avaient des commerces, donc on ne peut pas dire à quel âge qu'on a commencé à travailler. On a toujours été impliqués. Quand, dans le confinement du printemps en 2000, j'ai eu 9 semaines de vacances. J'avais jamais eu ça de ma vie. J'en ai profité. C'est là que je t'ai connu je me suis initié avec Facebook. OK, d'accord. C'est là que c'est arrivé. Ben oui. Puis là, dans les demandes, pas les demandes, mais les suggestions d'amitié, il disait tout le temps, Martin Chouinard, connaissez-vous? Non, je ne connais pas. Fait que là, à un moment donné, je me suis informé à d'autres amis handicapés visuels, puis ils m'ont expliqué ton projet. Fait que c'est comme ça que j'ai connu ça. Fait que je suis un nouvel utilisateur de ton site. Ben, c'est la preuve aussi qu'on peut, que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Hein? On peut se faire connaître et puis... C'est ça. C'est merveilleux. On va dire qu'il est arrivé quand même des bonnes choses quand même pendant le confinement, la pandémie. Si on oublie tout l'aspect financier de la chose, là, moi, j'ai apprécié. Écoute, il y a plein de choses dans la vie que j'avais jamais le temps de faire, puis que j'ai eu le temps. Là, j'avais 9 semaines à moi, là, que j'ai beaucoup apprécié ça. Mais j'en veux pas d'autres. Non, c'est ça. Mais c'est ça que je me suis dit. C'est qu'on a eu le temps de, comme tu dis, de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, d'écouter des choses qu'on n'avait pas le temps d'écouter. Puis bon, ça a été... vive l'Internet, hein, puis vive... Ben oui. Ouais. Donc, après le secondaire 5, ben là, c'est le cégep. Le cégep, je suis allé à Trois-Rivières en sciences humaines, mais profil psychologie. Et là, la particularité de mon arrivée au cégep, c'est que à l'été 70, en juin, je suis allé me chercher un chien guide. Oui, j'ai vu ça dans la biographie, là. Ouais, c'était pas Mira dans ce temps-là. Non, c'était à Morristown, New Jersey. C'est une très bonne école. C'est la première école en Amérique du Nord qui a été créée en 1929. Donc, je suis allé me chercher un chien et quand je suis arrivé au cégep,
la direction n'était pas très heureuse d'accueillir un chien guide. Donc, là, c'était inhabituel. Là, il y en avait. Là, c'est sûr que j'étais le premier. Je pense que j'étais le 3e usager de chien guide au Québec. Partout où on allait, c'était tout du nouveau. Il fallait ouvrir les portes partout. Là, je suis allé rencontrer l'association étudiante. Je leur ai expliqué mon problème, là, que j'avais un chien guide, puis à quoi ça sert un chien guide, puis que là, la direction, ils ne sont pas trop consentants. Donc, ça s'est réglé assez vite. L'association étudiante a expliqué à la direction du cégep que pas de chien guide, pas d'école cette année. Quand vous déciderez d'accepter le chien, on s'en vient à l'école. OK. Fait que ça s'est réglé la journée même. OK. Ils se sont pas obstinés là-dessus. Non. Mais tu dis qu'il fallait ouvrir les portes partout, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de... ailleurs qu'au cégep, dans les, je sais pas moi, dans les restaurants, est-ce que c'était compliqué? Oh, oui. En fait, une de mes sœurs, elle, son plaisir, c'était de regarder dans les journaux quel restaurateur avait refusé un chien guide. Fait que c'est sûr que la fin de semaine suivante, on allait manger là. OK, parce que ça se mentionnait dans le journal. Ben oui. OK. Fait que là, à un moment donné, on s'en va dans un restaurant, puis le monsieur ne voulait pas qu'on rentre. Ouais, j'ai deux anecdotes du même genre. À un moment donné, il dit, la clientèle n'aime pas ça. Fait que là, ma sœur a dit, OK, levez la main ceux qui veulent qu'on parte. Levez la main ceux qui veulent qu'on reste. Ben, je pense qu'on va rester. Dans un autre cas, le restaurateur, il voulait pas qu'on rentre. Fait que là, lui, il portait des lunettes. Fait que ma sœur, elle a enlevé ses lunettes. Il dit, hey, madame, mes lunettes, je ne vois plus. Monsieur, il dit, mon frère, là, avec son chien, il ne voit plus. Et là, il a changé d'avis? Ben oui. Mais tu sais, ça, c'est des anecdotes où on est un petit peu plus rigolo, là, mais il fallait tout le temps discuter. Il fallait toujours expliquer à quoi ça servait un chien guide. On avait une lettre qui confirmait que le gouvernement nous autorisait à avoir des chiens guides avec nous. Il fallait montrer cette lettre-là. Parce que c'était pas connu. C'était pas de leur faute, c'était pas connu. Donc, on était des ambassadeurs. C'est ça. Fallait faire de la défense, puis fallait faire connaître ça, là. Ben oui. OK. Ça clôt au cégep avec le chien. Mais là, c'était un chien in English, ça, là, sûrement? Oui, ça, c'est... Honnêtement, peut-être que je ne ferais pas plaisir à certaines personnes. Si j'avais besoin d'un autre chien, c'est là que je retournerais. Je trouvais des avantages parce que les gens qui lui parlaient sur la rue, ils ne répondaient pas, ils ne s'en occupaient pas. Ah! Il n'y a pas de distraction de ce côté-là. Puis, une autre anecdote avec mon chien, la première année, moi, j'étais musicien. Fait que quand je suis revenu de Morristown avec mon chien, j'avais un contrat de musique et on accompagnait des danseuses en striptease. Au lieu d'être la musique en jukebox, c'était direct avec les musiciens. OK. Fait que là, le chien, il ne savait pas trop se placer. Il n'était pas encore bien habitué à la musique. Fait qu'il était assis à côté de moi, puis il regardait la fille. À un moment donné, la fille, elle dit, Pierrot, elle dit, veux-tu changer ton chien de place? Il me gêne. Non, mais là, je lui dis, il n'y en a pas question. Il va me raconter ça après la veillée, lui. Aïe. Alors, les 2 ans de cégep, ça a bien été, mais 2 ans de cégep, là, c'est reposant, dans le fond. Là. C'était vraiment le party, là, 2 ans de temps. on s'est bien amusé. Si on se comparait aux étudiants qui étaient en sciences, il y avait moins de soirées de libre, eux autres. Là. Ça travaillait plus fort. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a socialisé en masse. La première session, je pense, j'avais vécu dans la résidence du cégep. C'était directement relié au cégep. On n'a pas besoin d'aller dehors. C'était des chambres uniquement pour les garçons. Mais là, moi, j'avais expliqué au directeur de la résidence qu'au niveau du bénévolat, pour faire de la lecture, les filles sont beaucoup plus volontaires. Donc, j'avais l'autorisation de monter des filles à ma chambre. OK, parce que sinon, les filles n'avaient même pas le droit de rentrer? Non, c'est juste pour le garçon. Mais là, à un moment donné, le directeur de la résidence, il s'est rendu compte que j'en avais beaucoup de bénévoles. C'est parce que moi, je distribuais mes bénévoles dans les autres chambres. Donc, on m'a signifié qu'après Noël, je ferais mieux d'habiter ailleurs. ça conviendrait plus. Ouais. OK, c'est ça qui s'est passé. Ça a été un changement de lieu de résidence en cours d'année. La deuxième session, je pense que j'ai vécu comme en chambre et pension là, avec d'autres étudiants. Puis après ça, j'étais en appartement.
Fait que c'était du bon temps, 2 bonnes années avant l'université. Pour l'université, ben là, il fallait faire nos choix. Honnêtement, j'avais pas d'idée précise. J'avais fait mon cégep en psycho, pensant continuer en psycho, mais ça me tentait plus nécessairement. Puis au cégep, d'ailleurs, juste pour te taquiner un peu, j'avais tout fait les mathématiques là, qu'on pouvait faire. 101, 103, 203, 307. J'avais fait ça les maths. Oui. Donc... Et tout ça avec succès et avec assez de facilité? Oui. J'ai quand même eu quelques cours privés avec un prof là, en mathématiques. OK. Parce que les coups de crayon sur le tableau, ça s'enregistre pas bien. Non. Encore aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça. Même avec toute notre techno. Puis d'ailleurs, c'est ça, tantôt, je te disais qu'en secondaire 5, j'enregistrais tous mes cours, donc c'était beaucoup de travail. Au cégep, là, j'ai appris à reconnaître par l'intonation du prof qu'est-ce qui est important. Je partais le magnétophone au moment où je le jugeais opportun. Quand il y avait comme une emphase. Oui, puis des fois, le prof, il dit, oubliez pas, là, ça pourrait venir à l'examen. Là, tu pars ton piton. Ça n'en fait moins long à réécouter. Là. Oh oui, ben oui. Donc, on prend de l'expérience aussi. Là, secondaire 5, c'est ma première année là, dans une école de voyants. Après ça, on apprend. À l'université, ben là, pour taquiner les profs, je disais, plus ça avance, plus on apprend là, que les cours, finalement, à l'université, j'apportais même pas mon magnétophone. C'était plus nécessaire. Je me compte. Par contre, ce qui était le fun à l'université, c'est des cours de 3 heures. Fait que moi, j'aimais mieux aller au cours, écouter ça comme il faut, puis m'en aller chez nous prendre des notes. Résumer mon cours tout de suite. OK. Fait que, mais moi, je dis aux profs, c'est parce que les cours étaient moins importants, j'ai plus besoin de les enregistrer. Mais il faut quand même avoir une bonne confiance en sa mémoire puis sa facilité de tout synthétiser ça. Puis, Oui, puis se fier aussi sur des amis, là, les autres personnes de la classe qui pouvaient aider ou qui pouvaient transmettre des notes des fois. On était en équipe pour les travaux. Finalement, ma formation, je l'ai faite en génagogie. Et qu'est-ce que la génagogie? J'attendais ta question. La génagogie, dans le fond, c'était l'ancien cours d'éducateur de groupe. Quand l'Université du Québec à Trois-Rivières a été créée, ils ont repatrié cette formation-là d'éducateur de groupe, puis ils l'ont modifié quelque peu pour en faire une formation spécifique qui ne s'est jamais donnée ailleurs que l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui ne se donne plus, non. C'est terminé, ça a été associé au département d'éducation. OK. Donc, la génagogie, finalement, ça menait partout. Ça menait partout où est-ce qu'il y avait un groupe. Alors, il y a des génagogues qui se sont retrouvés. Bon, on faisait une image. On disait, mettons, l'éducateur spécialisé va être un éducateur dans une institution, tandis que le génagogue va être le chef d'équipe. Il va être le chef de l'unité. Donc, mais partout où il y a un groupe, le génagogue a sa place. Il y en avait dans la région de la Mauricie, il y a eu des postes de génagogue. C'était plus comme directeur de la vie, comment on appelait ça, dans les polyvalentes, dans les cégeps même, la vie, pas la vie étudiante, mais en tout cas pour le para-académique. OK. Toutes les activités, disons. Le génagogue pouvait jouer son rôle là-dessus. Moi, personnellement, mon rôle de génagogue, moi, je l'ai plus joué à travers mes emplois, où j'ai toujours eu à travailler avec des conseils d'administration, des groupes de bénévoles, etc. Ça fait que j'ai toujours travaillé avec des groupes quand même. Si j'aurais pas eu ma formation de génagogue, j'aurais eu la job pareil avec une autre formation, là, mais ça l'a aidé. Mais au moment de faire le cours, est-ce que tu te voyais dans un endroit précis ou pas plus que ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas où je m'en irais avec ça. OK. Ça, c'est un cours qui était contingenté. Alors, moi, je pense qu'on pouvait appliquer dans 2 ou 3 universités avec un choix par place, là, au cas que tu serais refusé. Moi, j'avais fait juste un choix. Fait que quand on est arrivé à la journée de pré-évaluation en groupe, j'ai dit, moi, vous n'avez pas le choix de me prendre, c'est la seule place que j'ai choisie. OK, mais ça a fonctionné. C'est déjà, oui. C'est bien. Quand on a eu la remise des diplômes, évidemment, j'ai eu mon diplôme de génagogue et mon chien, Ginger, a eu son diplôme de génadogue. Parce qu'ils ont dit, il a assisté à tous ses cours.
Ben oui, il était présent, lui aussi. Oui, oui. Puis il a sûrement bien participé. Il a sûrement pas dû déranger le groupe. Puis, Oh non, pas du tout, j'étais bien tranquille. À un moment donné, je tenais des formes de la sensibilisation dans un groupe de pastoral en secondaire 5, là, de la sensibilisation sur le monde des aveugles, tout ça. Fait qu'une fille de la classe a dit, toi, quand tu allais à l'école, là, mettons, les côtes plates, ton chien faisait quoi? Je dis, il ronflait. Ben, elle dit, là, je pense qu'il ronfle. ouais, ça leur arrive aussi quand même. Oui. Oui. Donc, la généalogie, c'est beaucoup de cours. Il y a beaucoup de cours en psychologie. Fait que j'étais pas loin de la psychologie. Là. Effectivement, oui. Puis il y a beaucoup de cours au niveau de l'animation, parce qu'on sait pour faire de l'animation de groupe, c'est pour travailler avec les groupes. Fait que c'était très intéressant comme formation. C'était relativement nouveau. Je pense qu'on était dans le 3e groupe. C'était la 3e année que ça commençait. OK. On innovait pas mal, mais on avait des bons profs. C'était le fun. Mais au début, on était 39. Puis là, ça a diminué, l'épuration normale. Là. Mais imagine organiser des activités avec 39 organisateurs d'activités. Mais c'était pas toujours facile. C'était tous des leaders, dans le fond. C'est ça, mais il ne devait pas manquer d'organisation. On manquait pas d'idées. Et là, après... en fait, pendant l'université, comme emploi d'été, c'était la grosse époque des projets Perspectives jeunesse, puis des projets Initiatives locales, où on montait des projets, puis les gouvernements les acceptaient ou les refusaient, puis on avait des subventions pour monter des trucs. Alors, pendant l'université, entre autres, on a eu un été, c'était le camp d'expérience créatrice pour non-voyants. C'était un camp d'été à Saint-Ferdinand, dans le coin de Thetford. Et à chaque semaine, on invitait des groupes d'handicapés visuels, des groupes d'âge différents. Fait que ça a été autant pour adolescents, adultes, personnes un peu plus âgées. Là. C'était pour tout le monde. C'était un camp, entre autres, d'équitation. On avait 9 beaux chevaux d'équitation. Et on avait un genre de petite ferme. Tous les fermiers autour nous avaient prêté des animaux. Fait qu'on avait des canards, des poules, des chèvres, des petits moutons. On avait toutes sortes d'animaux. C'était pas mal de fun pour ça. Alors ça, c'était une très, très belle expérience cet été-là. Ça, c'était en 73. Oui, 73. L'été d'après, on a remonté un projet similaire qui était dans le coin de Nicolette, Saint-Wenceslas, je pense. Mais moi, je suis pas allé travailler là. On avait monté aussi un autre projet de troupe de spectacle qui s'appelait la troupe Ni Vu Ni Connu. Et ça, ça a eu lieu en 2 ans. Ça a eu lieu en 74 et en 75. Donc, en 74, c'était une plus grosse troupe. On était 15, dont 9 personnes handicapées visuelles. OK. Des chanteuses, des musiciens, des acteurs, parce qu'on faisait des sketchs, des monologues, il y avait toutes sortes de trucs là-dedans. Puis on offrait nos spectacles dans les municipalités autour de Trois-Rivières. Fait qu'on allait dans les salles paroissiales des différents villages, puis les gens venaient. C'était gratuit, mais les gens, on passait le chapeau à la fin, fait que ça nous permettait de payer l'essence, puis ces trucs-là. Les salaires étaient payés par le projet. Là. Alors ça, c'était 2 belles années d'expérience. L'été suivant, c'était un plus petit groupe. Je pense qu'on était 9 au total au lieu de 15. Là. OK. Mais c'est ça. C'était des beaux projets. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est dans les cadres d'un de ces projets-là. Ma première expérience de travail avec ces projets-là, c'est là que j'avais été animateur dans des groupes de pastoral principalement pour sensibiliser au monde des aveugles. Fait qu'on se déplaçait dans toutes les écoles du coin, puis on allait parler du monde des aveugles. OK. Fait que pendant tout ce temps-là, je faisais toujours de la musique aussi, là, les soirs ou les fins de semaine, dépendamment des contrats. Quand est arrivée la fin du bac, la façon de célébrer ça, le lendemain, on s'est mariés, mon épouse et moi. OK. Je l'avais connue sur les bancs d'école en généalogie à l'université. Fait que, mais on ne voulait pas se marier étudiant, fait qu'on s'est mariés le lendemain. D'ailleurs, à l'église, ma sœur est arrivée elle avait dactylographie nos documents finaux, la thèse qu'on devait faire là, pour nos derniers stages. Fait qu'elle est arrivée à l'université, à l'église, avec les documents dactylographie. Elle disait « J'ai fini votre travail! » Hey, mais c'est cute quand même. Hein? Dans ces années-là,
Ben, dans ces années-là, je pense que là, c'est revenu maintenant dans ces temps-ci, là, mais trouver de l'emploi, c'était plus facile. Alors, c'est l'impression que ça me donne, hein, même si ouais. j'étais pas là dans ce temps-là. Mais J'avais été contacté à la fin de mon bac, en avril, par l'INCA pour aller travailler pour eux autres. J'avais répondu à la personne, écoute, je me marie samedi, puis j'ai des contrats de musique qui m'amènent jusqu'en septembre, puis on part d'un petit voyage de noces. Fait que, regarde, si ça t'intéresse toujours, tu me rappelles en septembre. Il m'a rappelé. Hey, quand même, hein? Ouais, je pense qu'un peu plus tard, on n'aurait pas laissé passer l'occasion. Donc, je suis rentré à l'INCA en janvier 75, en septembre 75, à Montréal en formation pour devenir directeur administratif là, d'un bureau régional dont je ne savais pas où encore. OK. Finalement, là, je suis allé à Joliette. C'est un peu comme pour parfaire ma formation de directeur administratif. Et de là, j'ai été transféré à Québec. Donc, je suis à Québec depuis janvier 1976. Ce qu'il y a eu de particulier à mon départ de Joliette, il y a une pétition qui a été signée pour que je reste à Joliette. Il ne voulait pas que je parte. Et la pétition était dirigée par l'évêque. Monseigneur Audette qui avait parti une pétition, puis les gens voulaient, ils avaient apprécié mes services, faut croire, en peu de temps, mais finalement, je suis allé à Québec. Et là, de se promener comme ça, c'était-tu quelque chose qui te plaisait ou si ça... Ben, moi, je suis heureux partout. OK. Par contre, là, ça fait pas mal longtemps qu'on est à Québec maintenant. Ouais, c'est ça. Là, ça fait... En 7 mois de mariage, on a déménagé 4 fois. On a changé de ville 4 fois. Quand même, là. Parce que quand on s'est mariés, moi, j'avais mon appartement à Trois-Rivières. Fait qu'on est resté là. Puis le bail s'est terminé le 1er juillet. Fait qu'on est resté là. Puis moi, j'avais des contrats pour tout l'été. Là. J'ai resté ailleurs après. Mais puis ma femme, elle a travaillé dans le coin de Joliette. Fait que là, rendu le 1er juillet, elle est partie chez elle. Parce que c'était plus proche de partir de chez ses parents pour aller travailler. Fait qu'elle est partie chez elle. Moi, je suis parti chez nous. Fait que ça, c'est notre deuxième adresse après quelques mois de mariage. Là, en septembre, là, on s'est installé à Crabtree, dans le coin de Joliette, puisqu'elle a travaillé là. Moi, je voyageais à Montréal le soir et matin en autobus. Ça, c'était le fun, parce que c'était toujours le même monde, toujours les mêmes travailleurs qui prenaient le bus à 6 heures le matin. Bon, on se connaît tous. Ouais, il y avait une régularité. Là. Ben oui. OK. Puis après ça, ben là, quand c'est le temps de déménager à Québec, mais là, j'ai appelé ma femme à Joliette. J'ai dit, là, j'ai une offre d'emploi à Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'elle a perdu sa job. Là, on y va. Donc, on a déménagé, puis elle a essayé de trouver un emploi dans le milieu de la surdité à l'Institut des sourds de Charlebourg, qui appelait dans le temps. OK. Puis c'est là qu'elle a fait sa carrière. Fait que, maintenant, elle est retraitée, mais elle a travaillé pas mal toute sa vie dans le domaine de la surdité. Donc, ça a été la même épouse aussi toute votre vie. Oui. Là. Oui. OK. Ouais. Fait qu'on est arrivé en janvier 1976 à Québec. On est encore à Québec, mais plus dans les mêmes fonctions. Eh bien, quand même, hein, c'est bien que ça fonctionne quand même avec des offres, des gens qui nous appellent, puis c'est quand même bien. Puis des gens qui veulent qu'on reste. C'est ça. Puis à l'INCA, ben moi, j'ai beaucoup apprécié mon séjour là. J'étais là 9 ans. Et justement, on parlait tantôt des projets d'initiative locale, Perspective Jeunesse. On en a monté beaucoup à l'INCA là, avec Denis Dumont, qui était conseiller en main-d'œuvre à Québec. On a monté beaucoup de projets, donc ça a créé beaucoup d'emplois. C'est sûr que c'était des emplois temporaires, mais ça a permis à beaucoup de monde de se servir de ça comme un tremplin pour aboutir ailleurs après. Là. Oui, puis de vivre des expériences. Puis de... C'est avec ces projets-là que j'ai la prétention de dire qu'on a eu le premier service d'information par répondeur téléphonique. Tout ce qui s'appelle maintenant les publiphones puis des trucs comme ça. Là. OK. Moi, j'ai la prétention qu'on était les premiers au Québec à avoir ça. Donc ça, c'était grâce à un projet. On avait un employé là, qui travaillait là-dessus. Dans le fond, ce qu'on faisait surtout, nous autres, c'était faire dans les coupures de presse, faire de la revue de presse et lire tous les articles qui concernaient le monde des aveugles. Et aussi des informer de toutes les nouveautés technologiques, quoi que ce soit. C'était vraiment axé là-dessus. D'être enregistré sur un système téléphonique que les gens pouvaient appeler. C'était sur notre répondeur de l'INCA, donc les gens devaient l'écouter en dehors des heures de travail. Donc, c'était disponible le soir et les fins de semaine. OK. Quand le bureau était fermé, il appelait, puis là, c'était ça qui embarquait. C'est ça. OK.
Comme autre projet intéressant qu'on avait eu, on avait créé une boutique d'artisanat. On avait loué un espace dans un magasin Polac qui était connu à l'époque, là, un magasin de grande surface. On avait ouvert une boutique d'artisanat où on écoulait uniquement des articles produits par les handicapés visuels. Et tous les employés, les vendeurs, ça, c'était des personnes handicapées visuelles aussi. Là. Fait que ça aussi, c'est un beau projet là, d'initiative locale. Parce qu'à l'INCA, dans le temps, on faisait des kiosques dans les centres d'achat de temps en temps pour écouler le matériel que les personnes handicapées visuelles fabriquaient, que ce soit des porte-monnaies ou des lavettes à vaisselle ou n'importe quoi. Mais là, par la boutique, là, on a eu ça un bon petit bout de temps et ça donnait un bon coup de main à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant. Puis on voit plus ça, ces projets-là, maintenant, aujourd'hui. Mais non, ça manque, ça. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'en ai profité beaucoup. On en a présenté plusieurs. Je t'en ai parlé de 2, mais on en a présenté plusieurs autres. Là. Puis on avait la main chanceuse parce que pas mal tout ce qu'on a présenté, je m'en souviens pas qu'il y ait eu un acte de refuser. C'est ça réussissait. Ça fait que c'est encourageant aussi. Puis à l'INCA, on faisait aussi beaucoup d'activités. Dans le temps, tantôt, on a parlé un peu des rallyes automobiles. Fait que j'ai reproduit ça à l'INCA. J'ai connu quelqu'un qui faisait des tracés de rallyes automobiles pour tous les groupes qui voulaient faire ça comme activité sociale. Fait qu'ensemble, on a fait quelques rallyes. Et bien, là, on faisait les tracés en braille. Fait que les copilotes étaient aveugles, puis les pilotes étaient souvent les membres du Club Lion, parce que les Clubs Lion sont beaucoup associés au monde des aveugles. Alors, ils se sont beaucoup impliqués là-dedans. Et d'ailleurs, une des grandes implications du Club Lion, à un moment donné, dans les cadres de mon travail pour l'INSA, j'étais allé à Toronto à peu près un mois de temps, en 78. Et à un moment donné, les gens me disent, viens-tu avec nous autres, on s'en va jouer une partie de hockey pour aveugles adultes. Ah ouais, et moi j'aimais ça jouer au hockey à Louis Braille, là. Mais j'avais jamais joué par la suite. Là. Alors, on va regarder cette partie-là. Après ça, on rencontre les joueurs. Je leur ai lancé un défi. Nous autres, à Québec, là, si ça vous tente de faire le voyage, on pourrait vous battre n'importe quand. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on n'avait même pas de club. Fait que là, ils ont accepté le défi. On s'est entendu que ça se passerait pendant le carnaval, en février. Puis là, on est au mois de mars, en 78. Puis ils venaient en février 79 pour le carnaval. Alors, quand je suis revenu à Québec avec mon club Lyon, je dis, les gars, on a un défi. On doit créer un club de hockey pour handicapés visuels adultes. Fait que là, ouais, OK, comment ça marche? Fait que là, je les explique comment ça marche. Fait que les Lions avaient tout acheté les équipements. On a recruté les joueurs. Puis là, dans les Lions, il y en a qui faisaient les arbitres, puis il y en a qui faisaient les entraîneurs, puis il y en a beaucoup qui faisaient les chauffeurs parce qu'ils voyageaient les joueurs chez eux, puis tout ça. Donc, tout le personnel que ça prenait autour. Là, pour, Ah oui. OK. Là, on s'est mis à lancer des défis à des clubs de voyants. On allait jouer un peu partout dans l'Est du Québec. Là. On s'est rendu à Rivière-du-Loup, à La Tuque, à Shawinigan, un peu partout. Hey, souvent, on jouait contre les clubs Lyon. Mais eux autres, ils se mettaient pas de bandeau, ça aurait été dangereux, là. Mais ils n'étaient pas habitués à jouer avec une boîte de conserve. Ça se manipule pas comme une rondelle, ça, là. Ben non. Fait que, bien souvent, on gagnait. Hey, quand même, hein? Ça les désavantageait quand même assez pour... Ouais. Bon, c'est sûr qu'on avait des personnes handicapées visuelles dans le vrai sens du terme. Là. On n'était pas tous aveugles là-dessus. Là. Les aveugles, on jouait à la défense, puis ceux qui voyaient plus, ils jouaient à l'attaque. Hey, mais quand même, hein, vous aviez pas froid aux yeux, comment on pourrait dire, de lancer des défis comme ça. Finalement, la game a eu lieu. On a loué le Colisée de Québec. Oh, rien de moins. Quand on a joué le dimanche après-midi, la game, il y avait plus de monde dans les estrades que le soir quand c'était les remparts. Hey, ça l'a attiré une curiosité. On avait gagné, je pense, on avait gagné 11-4, je pense. Fait qu'on les avait clenchés, mais comme il faut, les Torontois. Hey, quand même, ben oui. Wow. Tout non, à l'INCA, là, honnêtement, là, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'activités. Et j'ai souvent organisé des voyages aussi, louer des autobus, puis aller visiter d'autres groupes d'handicapés visuels dans d'autres villes, ou aller visiter, mettons, Radio-Canada, TVA, n'importe quoi. Là, on a fait beaucoup de voyages. Puis ça, j'en ai même refait plus tard, là, sur le plan bénévole, plus récemment. Un voyage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un autre en Mauricie avec l'Association régionale pour handicapés visuels. Ça, j'ai toujours aimé ça, c'est l'organisation de voyage, mais j'ai toujours aimé en faire aussi. Ouais, ça paraît, ça se sent, là. Le déplacement, ça te faisait pas peur.
Donc, j'ai visité à date 19 pays, je pense. Ouais. Hey, quand même. Ouais, j'aime beaucoup. C'est une de mes passions, le voyage. Fait que la destination, on est tranquille. Oui, forcément. Hein? Pandémie oblige. Eh oui. On était censé, nous autres, mon gendre, il vient de la Côte d'Ivoire. Et on était censé d'y aller là, soit pour Noël passé, 2020, ou l'été 2021. Mais là, d'une part, avec la pandémie, puis d'autre part, ben, c'est une année d'élection présidentielle là-bas. C'est jamais facile dans ce temps-là. Ça va être remis à plus tard. C'est ça, hein? C'est que là, tu as travaillé à l'INCA 9 ans, tu disais, puis après, il y a eu autre chose, il y a eu un autre domaine totalement différent. Oui, ben en fait, le même emploi, sauf que pour un autre organisme. À un moment donné, j'avais rien prévu de ça, mais on lisait tout le temps le samedi les offres d'emploi, parce qu'à l'INCA, un de nos mandats, c'était créer de l'emploi. Donc, on lisait les offres d'emploi pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour notre clientèle. Et je vois un poste de directeur administratif pour le Bureau de l'Est du Québec de la Croix-Rouge. Ah, c'est exactement mon titre, sauf que c'est juste le nombre d'organismes qui change à l'autre bout. Puis là, j'étais curieux de dire, moi, je fonctionne très bien là, dans le monde des aveugles. Là. Puis à l'INCA, écoute, tout le monde est compréhensif hein, quand c'est le temps de lire des documents ou quoi que ce soit. Ben, c'est sûr. Je serais curieux de voir comment je fonctionne dans un monde où il n'y a pas d'aveugle, où je suis le seul. Donc, j'ai appliqué. J'ai appliqué sans prétention. C'était même pas, comme je dis, c'était pas dans mes plans du tout. Et j'ai eu le job. Donc, sans trop de questions ou sans trop d'inquiétude? Ben, je connaissais une des personnes qui interviewait. En fait, je connaissais le directeur général du Québec, qui est un monsieur auparavant qui travaillait pour la paralysie cérébrale. Et évidemment, toutes les associations au Québec, on se connaissait. Là. On avait des réunions au niveau du CR3S ou transport adapté ou n'importe quoi. On avait souvent des occasions de se rencontrer. Donc, je connaissais ce monsieur-là. Fait que lui, il n'avait pas de problème à embaucher une personne handicapée visuelle. Là. Fait que j'ai eu le poste que j'ai occupé pendant 4 ans et demi. Et moi, dans mes plans de carrière, je pourrais pas dire depuis quelle année, mais c'est un bout de temps que ça avait toujours été clair dans ma tête qu'à 40 ans, je voulais prendre ça plus mollo. Je voulais me défoncer là, jusqu'à 40 ans, puis après ça, faire un changement de cap. D'accord. Et sauf que ce changement de cap-là est arrivé peut-être plus à 39 ans. Ben, en fait, il a commencé à s'opérer à 39 ans pour que je sois prêt à 40 ans. Ben, on peut quand même dire que c'est assez pile dans le... Oui, j'avais 2 choix, là, 2 choses qui m'intéressaient beaucoup. C'était soit d'être animateur radio ou la massothérapie. Alors, c'est sûr que la radio et la télévision, j'ai eu l'occasion d'en faire souvent comme interviewé, étant donné à l'INCA, puis étant donné ma job à la Croix-Rouge. C'est sûr qu'on avait beaucoup de relations publiques à faire, fait que je connaissais tout le monde dans les médias, pas mal. Puis j'ai eu l'occasion aussi d'animer des émissions de télévision par les télévisions communautaires. Là. Mettons, on a une série, je pense, de 13 émissions d'1 heure sur la Croix-Rouge, donc parler chacun de nos services. J'avais même fait des lignes ouvertes hein, dans certaines circonstances. J'ai animé des émissions aussi dans le temps de l'INCA. Puis là, ben, plus tard, on en reviendra, mais au niveau de la massothérapie, j'en ai fait aussi. J'ai une série d'émissions commerciales là, qu'on paye, mais qu'on a du temps d'antenne à la radio. Fait que j'ai fait ça aussi. Donc, c'est un domaine qui me passionne aussi, que j'aime beaucoup. D'accord. Mais le monsieur qui était responsable de l'école à l'époque, M. Gagnon, lui a décidé que c'était pas pour les aveugles, ça. Mais, honnêtement, j'aurais pu m'ostiner, sauf que j'hésitais entre ça et la massothérapie. Et là, j'ai fait le constat qu'en massothérapie, il n'y avait pas de code d'écoute. C'est un peu moins stressant. Ouais, c'est pas le même genre de stress, mettons, là. Donc, les 2 premières années, en fait, j'ai inauguré mon bureau le 12 octobre 90 pour la journée de mes 40 ans. Wow, la journée même de ta fête. Ouais. OK. Les 2 premières années, je travaillais seul à la maison. J'avais mon bureau dans mon sol. Puis j'avais vraiment besoin de faire le vide un peu. Là. J'avais beaucoup voyagé pour le travail. Là.
beaucoup de nuitées un peu partout, dans l'Est du Québec ou à Montréal, n'importe où. Beaucoup de repas dans les restaurants. J'étais un peu tanné de ça, puis je voulais voir grandir mes enfants. C'est pour ça que je voulais avoir un métier là, qui me rapprochait de la famille. Donc, les 2 premières années, j'ai vraiment travaillé comme massothérapeute tout seul à la maison, bien tranquille. Tu as un client à la fois. Il n'a pas de panique. Pendant que le client est sur la table, le téléphone est fermé, puis je travaillais seul, pas de secrétaire, personne. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais évidemment, actif comme je l'ai toujours été, ça a fini par un petit peu me manquer. Là, je disais à mes amis, si vous voulez pas me voir, n'invitez-moi pas, parce que si vous m'invitez, je vais, c'est sûr. Parce que quand tu travailles chez vous, il faut que tu sortes à un moment donné. Ben oui, il faut savoir soi-même sortir puis s'aérer l'esprit. Fait que là, j'ai commencé à donner des cours d'initiation au massage dans les services de loisirs. Avant les fusions, avant que tout soit Québec. Donc, je donnais des cours partout, Cap-Rouge, Saint-Émile, Loretteville, Ancienne-Lorette, enfin, nommez-les. Donc, j'ai commencé à faire ça avec une de mes amies massothérapeutes. Au début, on les faisait les 2 ensemble, parce qu'en même temps, on s'initiait à ce domaine-là. Mais après ça, on a eu tellement de demandes qu'on a dû se séparer pour faire chacun nos villes, parce qu'on était vraiment 7 jours semaine. 5 soirs, le samedi et le dimanche. Eh boy, OK, ça y allait. Il ne restait plus grand temps pour me masser. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est mes étudiants qui nous ont poussés à aller de plus en plus loin. À un moment donné, on avait fait le cours d'initiation au suédois. Puis là, les gens disaient, on peut-tu en apprendre un peu plus? Ben oui, on va faire un bloc 2. On a appelé le suédois 2. Puis on peut-tu en apprendre un peu plus? On va faire le bloc 3, suédois 3. Puis là, on peut-tu en apprendre? Ben là, ils disent, si vous voulez en apprendre un peu plus, là, vous me poussez vers la formation professionnelle. Là, vous commencez à en savoir pas mal. Donc, j'ai fait mes demandes au gouvernement fédéral, provincial, et j'ai ouvert officiellement la portion école du Centre de massothérapie de Québec. Donc, quand j'avais choisi ce nom-là, en 90, j'avais été visionnaire, parce que Centre de massothérapie de Québec, pour un pauvre petit gars qui travaillait tout seul dans son sol, ça faisait gros pas mal comme nom. Mais là, après ça, c'est devenu une école. Puis là, au fil des années, au début, je prenais une pièce de mon sol, puis à la fin, je prenais tout le sol. Fait que là, j'avais le choix de ralentir ou de déménager dans le plus grand. Donc là, j'ai acheté une bâtisse où on est encore dans le moment, c'est de là que je parle aujourd'hui. Et c'est une bâtisse sur 3 étages. Fait que là, il y avait de la place pour extensionner l'école, continuer les soins de massothérapie, puis on a ajouté les soins d'esthétique avec plein d'équipements aussi qu'on avait. Okay. Donc, là, je fonctionne avec 2 noms, Centre de massothérapie de Québec, Centre d'esthétique de Québec. OK. Hey, mais quand même, hein, ça l'a parti petit, puis ça l'a grandi, puis... Oui, ça a été, à un moment donné, mettons, au plus gros, là, on était la plus grosse année, je pense qu'on était 23 collaborateurs. C'était pas tous des temps pleins. Entre autres, les professeurs, ils venaient pour leurs cours, là, ils passaient pas 40 heures semaine ici. Puis comme massothérapeute, on avait beaucoup de contractuels. Il y avait un certain nombre de permanents, mais beaucoup de contractuels qui venaient sur appel. Fait que ça a été dans les plus grosses années. Mais depuis 3 ans, j'ai cessé la formation de groupe pour me concentrer sur la formation individuelle. C'était une façon de prendre une pré-retraite, mettons. Et là, avec la pandémie du printemps 2020, on a fermé 9 semaines, on a réouvert le 1er juin et on a décidé de repartir en petite. On est juste 3 employés. On n'a pas fait appel encore, en tout cas, à des contractuels, parce que fallait gérer la circulation dans la bâtisse pour pas qu'il y ait des gens qui se rencontrent dans les corridors. Ouais. Après chaque soin, il faut nettoyer tout ce que la personne a touché. Donc, c'est ça, on peut prendre moins de clients pour arriver au même service en bout de ligne, là. Pour l'instant, il va comme ça. Je ne sais pas l'avenir, qu'est-ce que ça nous dira, là. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Puis, tantôt, je parlais de la formation de groupe. Oui. Peut-être mentionner que dans la formation de groupe, on a formé, là, je voulais vérifier avant qu'on se parle, je n'y ai pas pensé. Je crois que c'est 5 ou 6 groupes de personnes handicapées visuelles financés par Emploi Québec. Ça, c'est le premier groupe, c'était en 99, donc ça se faisait chez nous. Et
Le dernier groupe, je pense que ça doit faire une dizaine d'années qu'on ne l'a pas fait. OK. C'était des groupes en principe autour de 8 personnes. Sauf la première année, on a eu une personne unijambiste parce que l'Emploi Québec voulait qu'on élargisse les horizons plus larges que handicap visuel. Mais par la suite, ça a toujours été uniquement des personnes handicapées visuelles. En plus de ces groupes-là, j'en ai formé aussi sur le plan personnel. Ça, c'est des groupes qui étaient financés par l'Emploi Québec. Mais il y a des gens qui, en dehors des cadres d'Emploi Québec, sont venus aussi se faire former dans le domaine. Parce que nous autres, on avait toute la documentation en braille, en gros caractères. On avait différentes formes de squelettes, autant musculaires qu'osseux. On s'est procuré un squelette musculaire qu'on était les premiers au Canada à avoir ça. Ça venait d'Allemagne. Il y avait certains cégeps dans leur formation en réadaptation qui avaient des portions parce qu'on pouvait acheter, mettons, une jambe, un bras, peu importe. Là. Mais moi, j'étais le premier Canadien qui a acheté ça en 99. Ce squelette-là, je l'ai encore. OK. Hey, ben, c'est vraiment intéressant parce que là, la personne qui ne voit pas peut vraiment toucher. Oui, elle peut vraiment toucher. Puis les professeurs étaient habitués à la formation avec les personnes handicapées visuelles. Donc, c'était vraiment une formation adaptée. On a eu des gens de partout qui sont venus. Des centres d'emploi qui ont financé des gens qui provenaient des îles de Madeleine, de Montréal, de Cowansville, de Laval, d'Abitibi. Il y en avait de partout. On a formé des gens partout au Québec. Fait que c'était bien intéressant pour ça. Et c'était une formation qui durait combien de temps, ça? Mettons quelqu'un qui partait de l'Abitibi. C'était-tu 6 ou 7 mois, je me souviens plus, là. Mais on donnait beaucoup plus que la formation de base. Okay. En massothérapie, la formation de base, c'est 400 heures. Nous, on leur donnait à peu près 600 heures parce qu'ils partaient pas juste. Dans une formation de base, tu as une technique. Alors, nous autres, mettons, c'est le suédois. Mais on leur ajoutait des techniques complémentaires. Mettons, la réflexologie, le drainage lymphatique, l'acupression sur chaise, sur table. Donc, il y avait toutes sortes d'outils quand ils partaient d'ici. Là. OK. J'avais même eu un téléphone une fois d'un centre de santé dans le coin de Trois-Rivières, que j'ai une étudiante aveugle qui est allée postuler là. Il m'avait rappelé que je ne peux pas la prendre, elle est bien trop qualifiée. Ça, je m'étais déjà fait dire ça quand j'avais postulé sur un emploi, mais ça ne te donne pas une job de te faire dire ça. Hein? Non. Non. Ouais. Fait que sinon, à travers tout ça, c'est sûr que il y a eu beaucoup d'implications bénévoles. J'ai contribué beaucoup ici, dans le temps de l'INSA, à l'expansion du service de transport adapté. Parce qu'au début, le transport adapté, c'était vraiment pour les personnes en fauteuil roulant. Et c'était tout en minibus. Puis lorsque le transport adapté acceptait une personne ambulante, on nous accusait de voler la place des fauteuils roulants. Et on n'était pas les bienvenus au début. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'idée qu'on pourrait impliquer les taxis dans le transport adapté, qui pourraient décongestionner les minibus et que les personnes ambulantes pourraient facilement utiliser. Donc, j'ai beaucoup contribué en siégeant sur les comités du ministère du Transport sur le plan provincial, la commission de transport ici à Québec. J'ai fait partie du premier comité d'admissibilité au transport adapté. Donc, je me suis impliqué longtemps là, dans ce domaine-là aussi. Sinon, sur le plan bénévole, c'était plus, si on parle en dehors de ce domaine-là, j'ai fait du bénévolat à l'Opération Nez Rouge. Pas comme raccompagnateur, toujours. Ça inquiétait certaines personnes, mais non, j'étais comme radio-amateur. Parce qu'une de mes passions aussi, c'était le radio-amateur. Donc, avant l'arrivée des cellulaires, puis de tous les moyens de communication qu'on connaît aujourd'hui, dans le temps, ça n'existait pas tout ça. Donc, les gens, quand il y avait un transport qui leur était attribué, ils faisaient le transport. Puis après ça, ils revenaient à la centrale. Ou ils arrêtaient dans une boîte publique, ils mettaient 25 cents, ils appelaient à la centrale et ils voulaient un autre transport pour nous, on était dans tel secteur. Bon, s'il y en avait un, ils leur donnaient, mais sinon, il fallait qu'ils reviennent à la centrale. Tandis que nous autres, les radioamateurs, quand on était associés à une équipe, on était très appréciés parce que quand on avait fini un transport, on disait, V2 PSO, on est maintenant disponible dans tel coin. Puis tout de suite, ils nous donnaient un autre transport. Fait qu'on travaillait. On passait pas notre temps à la centrale. Ça facilitait la communication, la transmission d'informations. Puis... Ah oui, puis quand on arrivait, mettons, en début de soirée, à la centrale, là,
quand quelqu'un voyait arriver un individu avec son manteau de radioamateur, là, les gens se garochaient sur nous autres pour être dans leur équipe. Ils savaient qu'on ne chômerait pas. Puis, j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat pour le Carnaval de Québec. Évidemment, c'est chez nous, ça, le Carnaval de Québec. Encore là, c'était surtout pour la télécommunication radioamateur. Par exemple, lors des défilés, on pouvait disperser un peu dans les différents chars pour dire, mettons qu'il y avait, je sais pas, une majorette qui avait les pieds gelés ou les mains gelées, ben, de dire à les ambulanciers, ben, rendez-vous à tel coin de rue, il y a une petite fille qui a besoin de vous. Ou de dire à un char, ralentissez parce qu'il y en a un qui est en panne, ou n'importe quoi. Toutes les télécommunications, avant que les télécommunications modernes existent, on était là. On était très utiles pour ça. Ben oui, puis ça devait être le fun quand même, là, parce que... Ben oui, c'est des belles expériences. À un moment donné, on faisait un rallye de motoneige. Enfin, moi, je m'occupais des télécommunications encore, puis j'étais dans le chalet au Mont-Saint-Anne. Là, il y a un gars en motoneige qui arrive, un autre radioamateur, je voulais savoir, il était où. Puis je dis, lève ton bras, là. Puis là, il n'a pas allumé que moi, je ne voyais pas. Fait que je promenais le bras dans les airs pour que je le trouve, mais je ne le voyais pas. Il ne se souvenait plus que j'étais en rue totale. Oh là là. Ça, c'est resté un running gag, ça cause dans la communauté de radioamateurs. Hey, je comprends, c'est drôle. J'ai été aussi président localement de la Société des directeurs d'associations. Ça regroupait tous les directeurs, justement, de la Croix-Rouge, de l'INCA, de Paralysie cérébrale, toutes les associations, même, mettons, les grands travaux routiers, les associations d'ambulanciers, de meuniers, de n'importe quoi. Et le but de ça, c'était tout de mettre nos connaissances en commun, avoir un plus grand pouvoir d'achat aussi sur certaines affaires, et préparer nos congrès. Puis là, dans l'association, les directeurs commerciaux de chaque hôtel étaient là aussi. Fait qu'il y avait un côté très agréable à ça, parce qu'à chaque mois, dans notre souper ou dîner, il y avait un hôtel qui nous recevait. Puis comme ils voulaient nous accueillir comme congressistes, ben, ils nous recevaient en VIP. C'était toujours des repas épouvantables. Ah, ça aussi, c'est des belles expériences culinaires, mais quand même. Ah, très bonnes expériences. D'ailleurs, on parle de culinaire, ben moi, j'ai suivi aussi 2 niveaux de sommelier, là, avec la SAC. Donc, je suis un amateur de vin. Ça donne bien. On est en 2020, en 2020, j'ai goûté plus. Mais oui, j'aime bien le vin, mais je modéré quand même. Faut toujours avec modération. Ouais, surtout le premier cours, la prof, elle nous demandait pourquoi vous prenez ce cours-là. J'ai dit, moi, c'est pour apprendre à moins boire. Puis effectivement, quand tu as pris tes cours, là, tu cales plus ton verre de vin, tu le dégustes. Là. Ah oui, la façon de boire change, forcément. Fait que tu bois bien moins quand tu dégustes ton vin. Là. Puis là, il s'amusait bien gros quand il y avait des dégustations à l'aveugle. Il disait, on va commencer par Pierre, une dégustation à l'aveugle. Puis là, à un moment donné, il fallait dire, mettons, nommer un mets, puis il fallait suggérer un vin. Puis là, à un moment donné, je ne le savais pas nécessairement, mais je disais un peu n'importe quoi. Puis je suis tombé dans 1000. Hein. Puis à un moment donné, elle dit, avec de l'agneau, qu'est-ce que vous suggérez? Je disais, un mouton cadet. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais parce que c'est bon. C'est ça, c'est exactement la bonne réponse. Ou à un moment donné, elle dit, il fallait découvrir les cépages. Puis là, il fallait qu'on lui dise qu'il y avait quoi dans l'assiette. Y avait-tu de la pêche? Y avait-tu du pamplemousse? C'est quoi qu'il y avait comme goût là-dedans? Maintenant, je dis, moi, honnêtement, je goûte pas bien d'autre chose que le raisin. Ben, elle dit, effectivement, ce vin-là est vraiment axé sur le raisin. Mais je pensais pas avoir raison. Mais quand même, c'est très fort. Oui, c'est ça. Une chose qui est arrivée qui n'a pas rapport avec les aveugles, mais qui est tellement drôle. Un de mes amis qui était dentiste, il était dans le groupe. Fait qu'à un moment donné, il y a une madame, elle dit, ça se peut-tu que l'autre jour, on a goûté un vin, puis le tanin était tellement fort qu'on l'a encore dans la bouche le lendemain. Fait que le dentiste, il dit, j'ai une réponse à ça. Moi, il dit, brossage de dents. Oh boy. Nous autres, on l'avait dit, mais peut-être pas la madame. Ouais. Mais ce que j'en ressens aussi, c'est que t'étais bien intégré et bien apprécié partout où tu passais, puis toi-même tu en tirais un bénéfice puis une satisfaction, même quand c'était pas dans les milieux destinés aux non-voyants.
Ouais, ben dans le bénévolat, c'est toujours ce que j'ai dit quand j'animais des groupes de bénévoles. Il faut que tu sois heureux de faire ton bénévolat. Là. T'es pas payé pour ça, là. C'est pas ta job. Là. Fait que, faut que tu sois heureux dans ton plaisir, dans ton loisir. Donc, c'est donnant. On reçoit beaucoup quand on fait du bénévolat. Moi, j'ai été membre des clubs Lyon. Je me suis rendu jusqu'au titre de vice-gouverneur. J'avais 17 clubs Lyon à m'occuper. Ben, écoute, tu rencontres plein de gens. Tu te fais un réseau social épouvantable. Là. On connaît des gens dans tous les milieux. À tous les titres, tous les postes des entreprises, on connaît du monde. Ça fait que ça, c'est inestimable. J'ai même été impliqué sur un conseil d'administration au niveau d'un centre de travail adapté pour personnes sourdes. Donc, ça, c'est pas juste impliqué, comme tu disais tantôt, là, dans mon milieu directement. Je suis allé voir ailleurs un peu. Hey, c'est fantastique. Puis je pense qu'on pourrait, on pourrait en parler longtemps. Puis il y aura encore un paquet d'anecdotes, puis tout ça. Mais hey, je pense qu'on a fait quand même un assez bon tour. Puis je pense aussi que tu nous démontres que tu dois pas t'ennuyer beaucoup. Hein? Je pense que même quand tu as décidé de ralentir un peu le rythme, ton temps est encore bien occupé. Ouais, j'ai 2 enfants, j'ai bientôt 4 petits-enfants. Là, il y en a un qui est sur le moule. Fait que, on aime bien s'occuper de nos petits-enfants aussi. Fait que ça passe le temps agréablement. Ben, c'est fantastique. Puis aujourd'hui, ben, ça a été très agréable en plus de pouvoir se parler, de pouvoir plus discuter. J'ai adoré ça. J'ai appris plein de choses aussi. Puis des anecdotes aussi positives comme ça, puis drôles, c'est toujours intéressant à entendre. Je pense que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à ceux qui les écoutent, puis qui ont peut-être aussi besoin de changer les idées puis de rire un peu. Mm-hmm. Oui, ça m'a fait plaisir d'apporter mon humble contribution à ce projet. Puis je te souhaite beaucoup de belles expériences encore à venir. Ben, en tout cas, à date, il y en a plusieurs. Puis c'est sûr que, comme tu le disais, hein, c'est du bénévolat que je fais moi aussi. Puis j'en tire une immense satisfaction. Quand les gens acceptent de participer, c'est ça mon salaire. C'est de. Ben oui. Et tant mieux si ça se poursuit encore un certain temps. Bien sûr. Alors, un gros merci. C'est moi qui te remercie. Bonne fin de soirée. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!